Dans les collines boisées de Skikda, les anciens racontent l'histoire d'un chasseur maudit, condamné à errer avec ses chiens infernaux, traquant les âmes des imprudents. Blida est une ville charmante, entourée de montagnes verdoyantes et de paysages magnifiques. Mais pour les habitants, il existe un lieu qu'on évite de mentionner, le mur murmurant. Ce mur en pierre, ancien et couvert de lierre, est niché dans une ruelle discrète de la vieille ville. Les anciens racontent qu'il murmure des secrets, des vérités que personne ne devrait entendre. J'étais jeune lorsque j'ai découvert ce mur, et comme tous les adolescents, j'aimais les défis. Avec 2 amis, nous avons décidé de vérifier si ces murmures étaient réels. La nuit tombait quand nous avons trouvé la ruelle, étroite et plongée dans une pénombre inquiétante. Le mur se dressait devant nous, imposant, avec des pierres usées par le temps. Nous avons approché nos oreilles de la surface, et c'est là que ça a commencé. Au début, ce n'était qu'un léger chuchotement, comme le souffle du vent. Mais bientôt, les voix sont devenues plus claires. Elles parlaient, distinctes, se chevauchant dans un chaos de mots. Ce n'était pas de simples murmures, c'étaient des révélations. Des secrets personnels, des peurs enfouies que je n'avais jamais dites à personne. Une voix froide a chuchoté des choses sur moi que même mes amis ignoraient. Je me suis éloigné, le cœur battant, mais mes 2 amis étaient comme hypnotisés. L'un d'eux a soudain poussé un cri de terreur, les larmes coulant sur son visage. Il prétendait que le mur lui avait révélé la date de sa propre mort. L'autre s'est mis à rire nerveusement, répétant que tout cela n'était qu'un jeu d'esprit, jusqu'à ce que ses propres murmures le réduisent au silence. Nous avons fui cette ruelle, mais je savais que nous n'en ressortirions jamais les mêmes. Les jours suivants, nous avons tous fait des cauchemars, hantés par ces voix. Mon ami, celui qui avait entendu sa date de mort, a quitté Blida, refusant de revenir. Et moi, je n'approche plus jamais ce mur. Le mur murmurant garde ses secrets, mais il les murmure à ceux qui ont le malheur d'écouter. Je me souviens encore de cette nuit étrange dans la Casbah d'Alger. Le genre de nuit où même le vent semble retenir son souffle. J'avais travaillé tard à la boutique de mon oncle, et comme d'habitude, j'avais pris le chemin des petites ruelles pour rentrer chez moi. Je connaissais chaque tournant, chaque détour de ce labyrinthe de pierres blanches, où les maisons semblent s'entasser les unes sur les autres, comme pour se protéger d'un danger invisible. Pourtant, malgré ma familiarité avec cet endroit, un sentiment de malaise m'a saisi dès que j'ai quitté la lumière des lampadaires. Je marchais d'un pas rapide, presque pressé de rentrer, quand un bruit sourd m'a arrêté net. Un sanglot. Clair et désespéré, résonnant dans l'air calme. Je me suis figé. Les pleurs semblaient venir d'une ruelle à ma droite, plongée dans l'ombre. Je n'aurais jamais dû m'en approcher, je le sais maintenant. Mais la curiosité a pris le dessus. Lentement, le cœur battant, j'ai avancé, serrant mon sac contre moi comme un talisman. La ruelle était étroite, si sombre que mes yeux peinaient à distinguer quoi que ce soit. Pourtant, le bruit des sanglots s'intensifiait. Je l'ai vue alors, assise par terre, ses épaules secouées par des pleurs douloureux. Une femme, drapée dans un long voile blanc qui traînait sur le sol humide. Ses cheveux noirs masquaient son visage, mais sa silhouette frêle me donnait l'impression qu'elle allait se briser au moindre souffle de vent. Mon instinct me hurlait de partir, de fuir ce que je ne pouvais comprendre, mais ma gorge était sèche, mes pieds cloués au sol. « Madame, vous avez besoin d'aide » ai-je osé murmurer, la voix à peine plus qu'un souffle. Elle a arrêté de pleurer, et le silence soudain m'a presque fait regretter de l'avoir interrompue. Lentement, très lentement, elle a levé la tête. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Son visage était pâle, presque translucide, comme celui d'une statue de marbre. Mais c'étaient ses yeux qui m'ont paralysé, 2 orbites vides, sans vie, où des larmes de sang coulaient doucement, traçant des sillons rouges le long de ses joues. Elle m'a fixé avec un sourire déformé, comme un masque figé dans une douleur éternelle. Un froid glacial m'a traversé, un froid bien plus cruel que la brise nocturne. Mon corps a enfin réagi, et j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place, j'ai couru. Je me suis mis à courir comme un fou, mes pieds frappant les pavés inégaux, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles.
Je n'ai pas osé me retourner, pas une seule fois, de peur de la voir me poursuivre. Je n'ai retrouvé mon souffle qu'une fois arrivé sur la place principale, là où la lumière des lampadaires me rassurait, là où la vie continuait, insensible à l'horreur que je venais de vivre. Depuis ce jour, je refuse de traverser la Casbah de nuit, même si on me le demande. J'ai entendu d'autres histoires, d'autres témoignages. Ils parlent de cette femme aux larmes de sang, et croyez-moi, ce n'est pas une légende que l'on oublie facilement. Chaque fois que quelqu'un mentionne la Casbah la nuit, je frissonne encore, comme si son regard vide me poursuivait. C'était l'été dernier, lors d'une de ces nuits où l'air reste chaud même bien après le coucher du soleil. Je conduisais sur cette route sinueuse qui longe la côte d'Oran, avec la mer d'un côté et des collines sombres de l'autre. J'avais passé une soirée agréable chez des amis, et je rentrais chez moi en écoutant de la musique douce pour me garder éveillé. Il était déjà bien tard, et la route était déserte, comme si tout le monde avait préféré rester dans le confort de leur maison. Les phares de ma voiture perçaient à peine l'obscurité. C'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette blanche, immobile sur le bas-côté, presque translucide dans la lumière de mes phares. J'ai freiné brusquement, le cœur battant. Une femme se tenait là, vêtue d'une robe longue, d'un blanc éclatant. Ses cheveux clairs tombaient en cascade sur ses épaules, et elle semblait totalement insensible au bruit de ma voiture. Elle me regardait, avec des yeux qui me paraissaient vides, ou peut-être trop profonds pour être compris. Je me suis arrêté, hésitant. Elle avait l'air perdue, désorientée, et une part de moi s'est dit que je devais lui offrir mon aide. Je baissai ma vitre. « Vous allez bien, madame ? Vous avez besoin d'aide ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle ne répondit pas, se contentant de me fixer. Ses lèvres étaient pâles, ses joues d'une blancheur spectrale, comme une poupée de porcelaine oubliée. Finalement, elle pointa du doigt quelque chose devant moi, un geste lent et presque mécanique. Je suivis son indication, regardant au loin sur la route vide. Rien. Quand je me suis retourné vers elle, elle avait disparu. Littéralement disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Le siège vide du passager était la seule preuve que je n'avais pas ouvert la portière pour elle, que je n'avais pas rêvé. J'avais la gorge sèche, mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Je ne savais pas quoi penser, mais je ne voulais pas rester là. J'ai remis le contact, accélérant doucement. Pourtant, l'inquiétude me rongeait. Quelques kilomètres plus loin, j'ai compris. En tournant un virage serré, j'ai vu des traces de freinage récentes, menant à une voiture renversée, ses feux arrière clignotant faiblement. Un accident. J'ai immédiatement arrêté ma voiture pour appeler les secours. Pendant que j'attendais l'arrivée de l'ambulance, je me suis souvenu des légendes qu'on m'avait racontées, de cette fameuse dame blanche d'Oran qui apparaît pour prévenir les conducteurs de dangers imminents. Ce n'était pas une coïncidence, je le savais au fond de moi. Elle avait essayé de me protéger, de me prévenir. J'ai regardé autour de moi, espérant la revoir, mais la route était redevenue silencieuse. Seule la mer, imperturbable, continuait de s'étendre dans l'obscurité. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais douté de ces histoires. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu parler du « maquis des ombres ». C'était une soirée froide de novembre, et nous étions assis autour du feu de camp, au cœur des montagnes du Djurdjura. L'air était chargé d'humidité, et les étoiles brillaient faiblement au-dessus de nous, comme si même le ciel se méfiait de ce lieu. Un vieil homme, un ancien combattant de la guerre d'indépendance, nous racontait des histoires de son passé, mais celle qu'il a partagée ce soir-là a laissé un goût de terreur dans nos cœurs. Ces montagnes, a-t-il commencé d'une voix grave, ne sont pas seulement le témoin de notre histoire, elles sont hantées par les âmes des hommes qui y sont tombés. Il a pris une grande inspiration, son regard perdu dans les flammes dansantes. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en 1957, et notre unité s'était réfugiée ici pour échapper aux patrouilles ennemies. La nuit tombait, et le silence s'installait, lourd comme une couverture de plomb. Il s'est arrêté un instant, comme pour raviver des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Je montais la garde ce soir-là, a-t-il repris, quand j'ai entendu des bruits de pas.
des pas lents, lourds, comme ceux de soldats fatigués. Je pensais que c'étaient mes camarades, mais en me retournant, je n'ai vu personne. Juste des ombres, des silhouettes noires se déplaçant entre les arbres. Il a serré les poings, son visage marqué par l'angoisse. J'ai appelé mes frères d'armes, mais ils m'ont dit que personne n'était là. Pourtant, je savais ce que j'avais vu. Ces ombres ne bougeaient pas comme des hommes, elles semblaient flotter, glisser sur le sol, et leur forme était vague, comme un cauchemar qu'on ne peut pas vraiment saisir. Mais le pire, c'étaient les murmures. Des voix basses, indistinctes, qui chantaient des prières anciennes. Je l'écoutais, captivé, un frisson me parcourant l'échine. Nous avons essayé de les ignorer, a-t-il continué, mais ces ombres nous suivaient. Certains d'entre nous disaient avoir reconnu des visages familiers, des camarades morts au combat. J'ai même entendu un des hommes crier le nom de son frère, abattu des mois plus tôt. Il a secoué la tête, le regard hanté. On dit que ces esprits ne sont jamais partis. Ils errent dans ces montagnes, des soldats sans repos, des âmes prises entre la vie et la mort, cherchant encore la paix que la guerre leur a refusée. Le feu crépitait, et personne n'a osé parler. Même le vent semblait s'être tu, écoutant ce récit avec nous. Depuis cette nuit-là, je ne peux plus penser au Djurdjura sans imaginer ces silhouettes errantes, ces ombres des maquisards, condamnés à hanter ces terres qu'ils ont tant aimées et défendues. Ceux qui s'aventurent ici, la nuit, prétendent encore entendre les murmures de ces âmes perdues. Et moi, je n'ai aucune envie de les rencontrer. Je n'étais pas superstitieux, du moins pas avant cette fameuse nuit dans la forêt de Bouchaoui. C'est un endroit magnifique le jour, un havre de paix où les gens viennent se promener ou faire du jogging. Mais la nuit, c'est une autre histoire. On dit que des esprits habitent les bois, et que ceux qui s'égarent risquent de croiser des forces qu'ils ne peuvent comprendre. Un groupe d'amis et moi avions décidé de camper dans la forêt, une idée que je regrette encore. Nous avions allumé un feu, plaisantant et racontant des histoires pour faire passer le temps. Tout allait bien jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Les bruits de la forêt semblaient changer, devenant plus aigus, presque menaçants. Les branches craquaient sans raison apparente, et une brise froide nous glaçait jusqu'aux os. Vers minuit, nous avons entendu des rires. Pas des rires joyeux, mais des éclats sinistres qui semblaient se moquer de nous. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'autres campeurs, mais en balayant la forêt avec nos lampes, nous n'avons vu personne. Puis, les bruits de pas ont commencé. Ils tournaient autour de nous, rapides, comme des fantômes invisibles qui jouaient à un jeu cruel. Nous nous sommes rapprochés du feu, espérant que sa lumière nous protégerait. L'un de mes amis, le plus sceptique d'entre nous, a décidé d'enquêter. Il s'est levé et a marché un peu plus loin, mais il est revenu pâle, tremblant de peur. Il a dit avoir vu des ombres se faufiler entre les arbres, des formes humanoïdes avec des yeux rouges brillants. Nous n'avons pas attendu de confirmation. Nous avons éteint le feu, ramassé nos affaires en hâte, et couru vers la sortie de la forêt. Même en courant, je sentais que quelque chose nous suivait, un poids invisible qui nous pressait de partir. Je n'ai plus jamais campé dans la forêt de Bouchaoui. D'autres ont raconté avoir vécu des expériences similaires, parlant de rires fantomatiques et de silhouettes étranges. Depuis, je respecte ces bois, et je n'y mets jamais les pieds après le coucher du soleil. J'avais toujours entendu parler de l'homme de fumée, cette légende urbaine de Sétif qui terrorise les habitants depuis des générations. Mais moi, j'étais sceptique. On m'avait raconté qu'il apparaissait la nuit, dans les ruelles étroites de la vieille ville, une silhouette sombre formée de volutes de fumée, avec des yeux noirs qui semblent vous transpercer. Une histoire pour effrayer les enfants, pensais-je. C'était jusqu'à ce que je vive l'expérience moi-même. C'était un soir d'hiver, froid et brumeux, et je rentrais tard chez moi après une longue journée de travail. Les rues étaient désertes, et un épais brouillard avait enveloppé la ville, rendant chaque pas incertain. Je pouvais à peine voir à quelques mètres devant moi, et le seul son était celui de mes propres pas résonnant contre les murs des vieux bâtiments. J'essayais de me réchauffer en frottant mes mains, marchant plus vite pour échapper à l'air glacial. Je m'engageais dans une ruelle, un raccourci que je prenais souvent, quand quelque chose a changé.
Le silence est devenu lourd, pesant, comme si le brouillard lui-même m'étouffait. C'est alors que j'ai senti une présence. Pas un bruit, pas un mouvement, mais un sentiment inexplicable que je n'étais plus seul. Je me suis arrêté, mon souffle formant des nuages de vapeur dans l'air gelé. J'ai scruté l'obscurité, mais je ne voyais rien d'autre que ce mur blanc de brouillard. Et soudain, il est apparu. Une silhouette qui semblait se former lentement, comme si elle émergeait du brouillard. L'homme de fumée. Il n'avait ni contour clair, ni visage défini. Sa forme était indistincte, faite de volutes de fumée noire qui tourbillonnaient doucement, mais ses yeux étaient deux abysses noirs qui me fixaient avec une intensité terrifiante. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je voulais crier, mais ma gorge était trop serrée. J'ai essayé de bouger, mais mes jambes refusaient de m'obéir, comme si elles étaient figées dans le sol. L'homme de fumée s'est approché, glissant sans un bruit, et j'ai senti le froid s'intensifier. Une brume noire semblait s'élever de lui, enveloppant l'air autour de moi. Ma respiration s'est faite difficile, chaque inspiration semblait aspirer de la fumée qui brûlait mes poumons. Des chuchotements ont commencé, des voix indistinctes, soufflées dans une langue que je ne comprenais pas, mais qui me glaçait le sang. Rassemblant tout le courage que je pouvais, j'ai réussi à reculer d'un pas, puis d'un autre, avant de tourner les talons et de courir. Mes jambes semblaient de plomb, chaque pas était un effort herculéen, mais l'adrénaline m'a poussé à fuir, les chuchotements résonnant encore dans mes oreilles. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir atteint une rue bien éclairée, où d'autres personnes se promenaient. Le brouillard avait presque disparu, et je me suis effondré, haletant. Je n'ai jamais raconté cette histoire à ma famille. Ils auraient cru que j'étais fou, ou que je délirais à cause de la fatigue. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. L'homme de fumée est bien réel, un spectre qui rôde dans les ruelles de Sétif, cherchant peut-être à rappeler aux vivants qu'il y a des choses que l'on ne peut expliquer, et des peurs que l'on ne peut fuir. Depuis, je m'assure toujours de rentrer avant que le brouillard ne s'installe. Car une fois la fumée levée, qui sait si l'homme de fumée ne reviendra pas pour vous ? Il y a quelques années, je travaillais dans un centre de recherche à Alger, pas loin de l'ancien hôpital abandonné de Bir Traria. On parlait souvent de ce bâtiment, un lieu sinistre, délabré, où la nature avait repris ses droits. Des rumeurs circulaient, des histoires de médecins fantômes, d'esprits errants des patients qui n'avaient jamais trouvé la paix. Mais en plein jour, tout cela semblait irréel, presque ridicule. Jusqu'à ce que j'y entre moi-même. C'était un pari stupide avec des collègues. Nous étions 3, et nous avons décidé d'explorer l'hôpital un soir, juste pour prouver que nous n'avions peur de rien. Armés de lampes torchées et de nos téléphones, nous avons poussé la porte rouillée de l'entrée principale. L'odeur de moisissure et de désinfectant ancien nous a envahis, et l'obscurité semblait plus dense à l'intérieur, comme si la lumière hésitait à pénétrer ces murs. Nous avancions lentement, nos pas résonnant dans les couloirs vides. Les vieux lits de métal gisaient encore là, certains renversés, d'autres comme prêts à accueillir de nouveaux patients. Puis, des bruits ont commencé. D'abord, des murmures, si bas que je pensais les imaginer. Mais ils sont devenus plus forts, des voix indistinctes, murmurant des prières ou des mots de douleur. J'ai senti mon cœur s'accélérer. C'est juste le vent, ai-je dit, pour me rassurer plus que pour les autres. Soudain, une porte a claqué dans le couloir, suivie d'un rire d'enfant, cristallin et pourtant terrifiant dans ce contexte. Nous avons bondi, prêts à faire demi-tour, mais la curiosité nous a poussés plus loin. Nous avons atteint ce qui semblait être l'ancienne salle d'opération. Les murs étaient couverts de vieilles affiches médicales, et des instruments rouillés traînaient encore sur les tables. Un de mes collègues a pointé sa lampe vers le plafond, et c'est là que nous l'avons vu. Une ombre, suspendue, comme un corps invisible accroché par les poignets. Puis, elle a disparu, se dissolvant dans l'air. Je ne sais pas qui a crié le premier, mais nous avons couru vers la sortie, sans nous arrêter. En sortant, nous avons juré de ne plus jamais y retourner. Aujourd'hui encore, des témoins racontent avoir vu des lumières s'allumer et s'éteindre seules, et entendu ces mêmes murmures qui nous avaient glacé le sang. Moi, je n'ai plus jamais besoin de preuves supplémentaires.
cet hôpital garde des secrets qu'il vaut mieux ne jamais réveiller. Dans les collines boisées de Skikda, les anciens racontent l'histoire d'un chasseur maudit, condamné à errer avec ses chiens infernaux, traquant les âmes des imprudents. Cette légende, je l'ai toujours cru être une simple fable, jusqu'à ce qu'une nuit de chasse change ma vision des choses pour toujours. Nous étions un petit groupe de chasseurs, marchant silencieusement dans la forêt. La lune était haute, projetant des ombres étranges entre les arbres. Nous étions concentrés, scrutant le moindre bruit, quand un hurlement a retenti, déchirant le silence. Ce n'était pas un hurlement ordinaire, c'était un cri long, douloureux, presque humain. Mon sang s'est glacé. Nous avons échangé des regards, mais personne ne voulait montrer qu'il avait peur. Nous avons continué, mais le sentiment de malaise ne nous quittait pas. Puis, nous avons entendu des pas lourds, comme si un animal immense nous suivait. Nous nous sommes arrêtés, et l'un des chasseurs a pointé sa lampe vers les buissons. Ce que nous avons vu m'a paralysé de terreur. Une silhouette imposante se tenait là, mi-homme, mi-bête, avec des yeux jaunes perçants et un fusil rouillé sur l'épaule. Derrière lui, 2 chiens énormes aux yeux rouges grognaient, la bave coulant de leur gueule. Le chasseur a levé une main osseuse, et j'ai senti une force écrasante me clouer sur place. « Vous êtes dans mes terres » a-t-il grondé d'une voix rauque. Nous avons couru, laissant nos armes et nos affaires derrière nous, le souffle coupé par la peur. Les chiens aboyaient, leurs cris se répercutant dans toute la forêt, mais étrangement, ils ne nous ont pas poursuivis au-delà d'une certaine limite. Nous sommes retournés en ville, pâles et tremblants. Certains disent que le chasseur maudit traque encore ceux qui osent chasser dans sa forêt, condamnés à répéter sa quête éternelle. Depuis ce jour, je respecte les collines de Skikda. Mieux vaut ne pas déranger ceux qui ne peuvent jamais trouver le repos. Je n'étais qu'un gamin la première fois que j'ai entendu parler de cette maison. Vous savez, celle de Bab el-Oued, cette vieille bâtisse décrépite avec ses volets fermés et sa façade fissurée par le temps. Les voisins chuchotaient toujours à propos de bruits étranges, de rumeurs de fantômes qui la hantaient. Mais vous savez comment c'est, les histoires de fantômes, c'est fait pour les enfants, pour se faire peur avant de s'endormir. Alors, forcément, quand mes copains ont osé me défier d'y entrer, j'ai voulu prouver que je n'étais pas un froussard. C'était un samedi après-midi. Le soleil commençait à décliner, jetant une lumière dorée sur la rue. Nous étions un groupe de 4, et armés de nos lampes torchées, nous avons poussé la grille rouillée qui grinçait sinistrement. La cour était envahie par les mauvaises herbes, et l'odeur de l'humidité et de la poussière nous piquait les narines. Mon cœur battait déjà fort, mais je ne voulais pas le montrer. La porte d'entrée était entr'ouverte, et en poussant, elle a émis un long gémissement, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des siècles. L'intérieur de la maison était plongé dans une pénombre presque totale. Des meubles cassés, des cadres de photos renversés, et un escalier raide menant à l'étage supérieur. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment effrayantes. Alors que nous explorions le salon, nous avons entendu le bruit de chaînes traînant sur le sol à l'étage. Personne n'a osé parler. Nous nous sommes regardés, les yeux écarquillés. L'un de mes amis a tenté de rire, mais sa voix s'est brisée, trahissant sa peur. « C'est juste le vent », a-t-il dit, bien qu'aucun souffle d'air ne traversait les pièces. Puis, un cri strident a résonné. Un cri inhumain, aigu, qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Nous avons laissé tomber nos lampes torchées dans notre précipitation à fuir. L'escalier a craqué sous des pas invisibles, et nous avons senti une présence froide, glaciale, qui semblait nous chasser hors de la maison. Nous avons couru jusqu'à ce que nous soyons dehors, haletants et terrifiés. Personne n'a osé revenir chercher les lampes. Plus tard, j'ai appris que d'anciens locataires prétendaient entendre des chaînes et des gémissements la nuit, et que certains avaient même vu des ombres se déplacer d'elles-mêmes. La maison est restée vide depuis, un lieu maudit que même les plus braves hésitent à approcher. Depuis ce jour, même un simple regard en direction de la vieille bâtisse me fait frissonner. Je vous le dis, si vous ne croyez pas aux créatures qui hantent la nuit, c'est que vous n'avez jamais passé une nuit entière dans les montagnes du Djurdjura.
J'ai grandi dans une petite ville non loin de là, et les anciens ont toujours raconté des histoires à vous glacer le sang. Mais quand j'étais jeune, je pensais que c'était des contes pour effrayer les enfants, rien de plus. Jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. C'était un hiver particulièrement rigoureux, et je me souviens que la neige recouvrait tout d'un manteau blanc épais. Avec quelques amis, nous avions décidé de partir en randonnée dans les montagnes, un défi stupide que nous nous étions lancés. Nous étions jeunes et inconscients des dangers. Nous avons grimpé pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil commence à disparaître derrière les sommets, teintant le ciel de nuances de pourpre et d'orange. Le froid s'intensifiait, et l'obscurité semblait tomber plus vite que d'habitude. Alors que nous cherchions un endroit pour monter notre campement, nous avons entendu un cri. Un hurlement animal, mais différent. Ce n'était ni un loup, ni un renard, ni aucune créature que l'on connaissait. Un son guttural, long, qui résonnait dans les vallées, comme si les montagnes elles-mêmes murmuraient. Mes amis ont échangé des regards inquiets, mais nous avons tenté de nous rassurer, en nous disant que c'était juste un animal nocturne. Pourtant, l'angoisse montait. Nous avons fait un feu, espérant qu'il tiendrait les prédateurs éloignés. Mais à peine avions-nous commencé à nous réchauffer qu'un vent glacial a soufflé, éteignant presque les flammes. Et c'est là que nous avons senti sa présence. Une ombre immense, mouvante, s'approchait lentement. Sa silhouette était monstrueuse, mi-homme, mi-bête, avec des yeux rouges brillants qui perçaient l'obscurité. Nous étions figés, incapables de bouger ou de parler. Le monstre semblait se délecter de notre terreur. Il a émis un grognement, si profond que je l'ai ressenti dans ma poitrine. D'un coup, l'un de mes amis a crié, et c'est ce qui nous a réveillés de notre torpeur. Nous avons couru, abandonnant nos affaires, trébuchant sur la neige et les pierres. Le vent hurlait autour de nous, et à chaque instant, je m'attendais à sentir des griffes froides m'attraper. Nous n'avons arrêté de courir qu'au petit matin, quand les premières lueurs du soleil ont commencé à réchauffer l'air glacial. Nous sommes retournés dans notre village, traumatisés, et personne ne nous a cru. Mais depuis ce jour, je sais que le démon de Djurdjura n'est pas une invention. Il veille dans les montagnes, attendant ses prochaines proies. Même les habitants les plus courageux n'osent plus s'aventurer là-bas une fois la nuit tombée. Le froid de l'hiver ne m'a jamais fait autant frissonner que les souvenirs de cette créature. Cette histoire, je l'ai entendue d'un vieux berger alors que je visitais la région de Tlemcen. On m'a raconté qu'une jeune fille hante les montagnes, une âme perdue qui chante des berceuses pour ceux qui s'égarent. Les habitants l'appellent « la fille de la montagne », et même les plus courageux refusent de se retrouver seuls là-bas après la tombée de la nuit. Je me souviens de cette randonnée que j'ai faite avec un ami, un passionné de nature qui connaissait bien la région. Nous avions marché toute la journée, admirant la beauté sauvage des montagnes, et avant de nous en rendre compte, le soleil avait déjà disparu derrière les sommets. Nous avons décidé de camper pour la nuit, même si une étrange nervosité semblait flotter dans l'air. Le feu de camp crépitait doucement, et le silence s'est installé, seulement interrompu par le bruissement des feuilles. Soudain, nous avons entendu une voix. Une mélodie douce, triste, presque hypnotique, portée par le vent. Une berceuse chantait avec une voix féminine, claire et mélancolique. Nous nous sommes figés, les yeux écarquillés. Qui pouvait chanter ici, au milieu de nulle part? Mon ami a murmuré, c'est elle. La fille de la montagne. J'ai senti un frisson me parcourir. La voix semblait se rapprocher, et une silhouette pâle est apparue dans la pénombre, flottant entre les arbres. C'était une jeune fille, ses longs cheveux noirs tombant sur ses épaules, vêtue d'une robe légère qui semblait danser avec le vent. Ses yeux étaient fixés sur nous, mais ils paraissaient vides, comme ceux d'une poupée abandonnée. Elle a continué à chanter, et j'ai ressenti une fatigue écrasante, comme si sa berceuse avait un pouvoir sur nous. Mon ami a commencé à s'endormir, ses paupières se fermant malgré lui. J'ai lutté pour rester éveillé, réalisant que si nous nous laissions aller, nous ne nous réveillerions jamais. J'ai attrapé une branche enflammée du feu et l'ai agitée dans l'air, criant pour rompre l'enchantement. La silhouette a reculé, s'effaçant dans l'ombre, et la berceuse a cessé. Nous avons passé le reste de la nuit à trembler, veillant sur le feu jusqu'à l'aube. Depuis ce jour,
je sais que certaines légendes ne sont pas que des histoires. La fille de la montagne cherche encore des âmes pour l'accompagner dans son sommeil éternel. Dans le désert près d'Adrar, il existe une oasis qu'on appelle l'oasis de l'ombre. Ce n'est pas un endroit où l'on s'arrête pour se reposer, bien au contraire. Les caravanes qui y passent en parlent à voix basse, car trop de voyageurs y ont disparu, comme s'ils avaient été avalés par les sables. Je n'aurais jamais cru à ces histoires jusqu'à ce que j'y sois pris au piège moi-même. Je faisais partie d'une caravane transportant des marchandises, et nous avions décidé de camper près de l'oasis pour la nuit. L'eau était claire, les palmiers nous offraient un abri bienvenu, et tout semblait paisible. Mais à la tombée de la nuit, le calme a pris une autre dimension, plus inquiétante. Un silence si profond que même les insectes semblaient avoir cessé de vivre. Je m'étais éloigné un moment pour chercher du bois, quand j'ai vu quelque chose bouger près de l'eau. Une silhouette noire, grande et mince, qui semblait flotter au-dessus du sol. Elle se tenait immobile, et même de loin, je pouvais sentir sa présence froide et malveillante. Mon cœur a commencé à battre plus fort, et sans réfléchir, je suis retourné en courant vers le campement. Mais à mon retour, la scène était surréaliste. Notre camp avait changé, comme si les tentes s'étaient déplacées, et mes compagnons semblaient plongés dans un sommeil profond, presque artificiel. J'ai essayé de les réveiller, mais ils ne bougeaient pas. Puis, la silhouette est apparue de nouveau, plus proche cette fois, ses yeux luisants d'une lueur rouge. J'ai senti une main invisible me tirer, me poussant vers l'eau. Je ne me souviens pas de comment j'ai réussi à m'échapper, mais au petit matin, mes amis se sont réveillés, désorientés, comme s'ils n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé. L'un des anciens du groupe a dit que l'oasis de l'ombre attire les âmes faibles, les emmenant dans un autre monde. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds près de cet endroit, et chaque fois que j'entends le vent souffler sur les dunes, je pense à cette silhouette, tapie, attendant sa prochaine proie. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter Biskra, une ville connue pour sa chaleur étouffante et ses palmeraies à perte de vue. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'elle abritait aussi une légende sinistre, celle de la fameuse chambre noire. Une pièce mystérieuse dans une ancienne maison abandonnée, où, dit-on, personne ne ressort indemne. J'avais entendu parler de cette histoire par un ami local, qui m'avait mis au défi d'y entrer. Nous étions un groupe de 4, un mélange de curieux et de sceptiques. La maison en question se trouvait en périphérie de la ville, presque avalée par le désert. Les murs étaient fissurés, les fenêtres béantes, et la porte d'entrée semblait sur le point de tomber en morceaux. Le soleil se couchait lorsque nous avons décidé d'y entrer, comme si la nuit elle-même voulait assister à notre folie. La chambre noire se trouvait à l'étage, nous a-t-on dit, et c'était notre destination. En montant les escaliers poussiéreux, je sentais le poids de l'atmosphère devenir de plus en plus oppressant. Une fois devant la porte, nous avons échangé des regards hésitants. Un de mes amis a plaisanté, mais sa voix tremblait. Je me suis avancé et j'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte avec un grincement déchirant, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. Nous avons rallumé nos lampes torchées, éclairant des murs nus, dépourvus de toute décoration. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Le faisceau de lumière semblait être avalé par les ténèbres, comme si cette chambre absorbait la lumière elle-même. Et puis, ça a commencé. Une voix, faible, chuchotait nos noms. Oui, nos noms, un par un. Nous avons éteint nos torchets, paniqués, pensant que l'obscurité totale nous protégerait. Mais c'était une grave erreur. Des ombres se sont mises à bouger autour de nous, bien réelles, comme des formes vivantes. Je sentais leur froideur, comme si des mains invisibles effleuraient ma peau. Quelqu'un a crié, et la pièce s'est remplie d'un écho strident, comme si le mur lui-même riait de notre peur. Je n'ai jamais su qui avait ouvert la porte pour nous faire sortir, mais en un instant, nous étions dehors, essoufflés et terrifiés, la porte de la chambre noire claquant derrière nous. Depuis, aucun de nous n'a osé y retourner. J'ai appris plus tard que certains étaient devenus fous après avoir passé trop de temps dans cette pièce maudite, hantés par des visions d'horreur. Moi, je me contente de raconter cette histoire, et chaque fois que je la revis,
j'entends encore ces chuchotements terrifiants. Je me souviens de ce voyage dans le désert du Tassili, une aventure que j'avais rêvé de faire depuis longtemps. Nous étions un groupe de passionnés de randonnée, déterminés à explorer les paysages époustouflants du sud de l'Algérie, où des formations rocheuses vieilles de millions d'années se dressent comme des sculptures naturelles, et où les peintures rupestres racontent des histoires bien plus anciennes que nous. On nous avait prévenu des légendes entourant cette région, mais avec l'enthousiasme naïf de citadins en quête d'aventure, nous n'y avons pas prêté attention. Après plusieurs jours de marche, nous avons établi notre campement au cœur de ce vaste désert, entouré de formations rocheuses qui semblaient s'élever vers le ciel comme les mains d'anciens dieux. Le crépuscule teignait le ciel de teinte pourpre, et la chaleur de la journée se dissipait rapidement, laissant place à un froid perçant. Assis autour d'un feu de camp, nous avons échangé des histoires, des blagues, des récits de voyages passés. Mais c'est alors qu'un des guides locaux, un homme silencieux et réservé, a pris la parole pour nous mettre en garde. Le Tassili n'est pas seulement un désert, a-t-il dit d'une voix grave. C'est un lieu sacré, gardé par des esprits anciens. Ces rochers que vous voyez ne sont pas inertes, certains d'entre eux sont les gardiens de ce lieu, pétrifiés pour protéger ses secrets. Nous avons ri nerveusement, mais son regard sombre nous a rapidement calmés. Si vous manquez de respect ici, ou si vous perturbez l'équilibre, vous risquez de réveiller ces esprits. La nuit est tombée, et le silence du désert est devenu presque assourdissant. Tout était si calme que chaque petit bruit semblait amplifié, et même le vent léger faisait frissonner nos tentes. Aux premières heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit étrange, un frottement contre le sable, comme si quelque chose de massif se déplaçait tout autour de nous. Je suis sorti de ma tente, tenant ma lampe torche d'une main tremblante. À ma grande surprise, les formations rocheuses, immobiles le jour, paraissaient presque vivantes. Leur ombre s'étendait et se rétractait, et je pouvais jurer que certaines avaient changé de place. J'ai réveillé mes amis, et nous avons marché prudemment vers l'une de ces immenses sculptures naturelles. C'est alors que nous avons vu des empreintes, des traces profondes dans le sable, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait laissées en marchant tout autour de notre campement. Soudain, le vent a sifflé, et j'ai entendu un chuchotement, un murmure ancien que je ne comprenais pas mais qui me donnait la chair de poule. Nous avons passé le reste de la nuit éveillés, le feu de camp allumé pour nous rassurer. Au matin, les empreintes avaient disparu, mais le souvenir de cette étrange nuit est resté gravé en nous. Depuis, je suis convaincu que les gardiens de Tassili ne sont pas qu'une légende. Ils veillent vraiment sur ce lieu mystique, et je n'oserais plus jamais remettre en question leur présence. Mon grand-père, un pêcheur aguerri qui a passé sa vie près de l'Oued Chelif, m'a souvent raconté des histoires étranges sur cette rivière. Selon lui, l'Oued Chelif n'était pas qu'un simple cours d'eau, il abritait une créature, un monstre mystérieux, tapi sous les eaux sombres. Un soir, il m'a confié son expérience, et je ne l'ai jamais oublié. C'était une nuit calme, m'a-t-il raconté, l'air lourd et humide. Il avait jeté ses filets, espérant attraper quelques poissons pour le marché du lendemain. La rivière était paisible, seulement perturbée par le léger clapotis de l'eau. Mais au bout d'un moment, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Une onde s'est formée à la surface, comme si une masse immense bougeait sous l'eau. Mon grand-père a d'abord pensé que c'était un gros poisson ou un crocodile égaré, mais la réalité était bien plus terrifiante. Le filet qu'il avait tendu a été violemment tiré, comme si une force invisible essayait de l'entraîner sous l'eau. Il a lutté, ses mains se crispant sur les cordes. Mais malgré sa force, il sentait qu'il perdait la bataille. Puis, il a vu une forme sombre émerger, juste sous la surface. Une masse gigantesque, écailleuse, avec des yeux jaunes qui brillaient dans l'obscurité. Ses yeux l'ont fixé, froids et perçants, comme ceux d'une créature venue des abysses. Paniqué, mon grand-père a lâché le filet et s'est précipité vers la berge. Il n'a jamais osé retourner à cet endroit seul, ni même pêcher la nuit. D'autres pêcheurs de la région ont rapporté des récits similaires, des silhouettes monstrueuses, des filets déchirés, des bruits d'éclaboussures suivis d'un silence angoissant. Certains disent que le monstre de l'Oued Chelif est un djinn aquatique, d'autres prétendent qu'il s'agit d'un esprit ancien, lié à la rivière. Je ne sais pas ce qu'il en est,
mais je n'ai jamais eu le courage de pêcher dans ces eaux, surtout la nuit. Le monstre pourrait encore être là, guettant ceux qui osent troubler la tranquillité de son domaine. C'est une histoire qui vous rappelle que la nature a ses propres mystères, et certains d'entre eux sont mieux laissés en paix. Le désert de Gardaïa est aussi beau que mystérieux. J'avais souvent entendu parler des feux follets, ces étranges lumières bleues qui apparaissent la nuit, dansant au-dessus des dunes. Les Touaregs les appellent « les esprits perdus », des âmes qui cherchent encore leur chemin. Mais comme toujours, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je les voie moi-même. C'était une nuit sans lune, et nous avions décidé de camper avec un groupe de voyageurs. Le désert était magnifique, un océan de sable sous un ciel étoilé. Nous étions assis autour du feu de camp, partageant des histoires, lorsque quelqu'un a crié. Là, à l'horizon, des points lumineux dansaient. Des flammes bleues, éthérées, se déplaçant comme si elles nous observaient. L'un des guides nous a mis en garde. « Ne les suivez pas », a-t-il dit. « Ceux qui suivent les feux follets ne reviennent jamais. » Mais la curiosité est une chose puissante. Avant que je ne le réalise, un de mes amis s'était levé, hypnotisé par ces lumières. Nous avons essayé de le retenir, mais il avançait comme un somnambule, les yeux fixés sur les flammes. Nous l'avons suivi de loin, criant son nom, mais les feux follets s'éloignaient de plus en plus, nous entraînant plus profondément dans le désert. Finalement, les lumières ont disparu, et nous avons trouvé mon ami, effondré sur le sable. Il était en état de choc, murmurant des choses insensées. Il prétendait avoir vu des visages dans les flammes, des visages qu'il appelait. Nous avons réussi à le ramener au campement, mais il n'a plus jamais été le même. Il est rentré chez lui peu après, et il refuse de parler de cette nuit. Le désert garde ses secrets, et les feux follets de Gardaïa sont parmi les plus effrayants. Je ne les ai jamais revus, et je ne veux plus jamais croiser ces lumières fantomatiques qui séduisent les âmes perdues. Il y a quelques étés, je me suis retrouvé avec des amis sur la plage de Sidi Fredj. Nous avions décidé de camper pour profiter d'une nuit étoilée, bercée par le bruit des vagues. La plage était magnifique, baignée par la lumière douce de la lune, et le vent marin apportait une fraîcheur bienvenue après la chaleur du jour. On avait tout prévu, des guitares, des boissons fraîches, et des histoires effrayantes à raconter autour du feu. Mais ce que nous avons vécu cette nuit-là, personne ne l'avait anticipé. Après minuit, alors que notre feu de camp faiblissait, l'un de mes amis, Karim, a commencé à parler des légendes qui entouraient cette plage. « Vous savez, » a-t-il dit en fixant la mer, « il paraît que cette plage est hantée par les âmes des pirates exécutés ici il y a des siècles. » Il nous a raconté comment, autrefois, les pirates capturés étaient pendus à cet endroit, et que leurs fantômes n'avaient jamais quitté ces rivages. Nous avons ri, mais un silence pesant s'est installé. Vers 2 heures du matin, alors que la plupart de mes amis dormaient ou somnolaient, j'ai décidé de me promener seul le long de l'eau pour me rafraîchir l'esprit. La plage était étrangement calme, trop calme. Je marchais en écoutant le bruit régulier des vagues, quand soudain, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Juste le sable et la mer, immobiles. Mais l'air semblait soudain plus froid, et une brise glaciale m'a enveloppé. C'est alors que j'ai vu des lumières étranges, des petites flammes bleues, apparaître à la surface de l'eau. Elles dansaient doucement, comme des feux follets, s'approchant et s'éloignant, avant de disparaître complètement. Mon cœur battait à tout rompre, et j'étais sur le point de retourner vers le campement quand j'ai entendu un rire. Un rire grave, rauque, qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Je me suis figé. Puis, j'ai entendu des chuchotements, comme une conversation entre plusieurs personnes, mais je ne comprenais rien. Un coup d'œil vers l'eau m'a montré des silhouettes qui semblaient se dessiner dans le brouillard. Terrifié, je suis revenu en courant vers mes amis. J'ai réveillé Karim, et il a vu mon visage blême. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, il a murmuré que les âmes des pirates cherchaient parfois à attirer les vivants vers la mer, pour les emporter avec eux dans l'au-delà. Nous avons passé le reste de la nuit, tremblants, serrés autour du feu. Le lendemain matin, la plage semblait normale, paisible, comme si rien ne s'était passé. Mais moi,
je ne l'oublierai jamais. Cette nuit, la plage de Sidi Fredj m'a montré qu'elle abrite bien plus que des souvenirs de vacances. Je vous raconte cette histoire comme on me l'a racontée, et croyez-moi, elle fait froid dans le dos. Constantine, la ville suspendue au-dessus du vide, avec ses ponts majestueux reliant des falaises abruptes. C'est un endroit magnifique, mais qui cache des secrets que même les habitants évitent de mentionner à voix haute. On dit que la ville est protégée ou maudite, selon les versions, par des djinns. Des esprits capricieux qui rôdent sous les ponts et se plaisent à tourmenter ceux qui osent les déranger. Je me souviens de cette nuit où j'ai décidé de traverser l'un de ces ponts, le pont Sidi Msid, avec quelques amis. Nous étions jeunes, insouciants, et le défi de marcher au-dessus de l'abîme dans le noir total nous semblait excitant. Le vent soufflait fort, sifflant dans les câbles, et les lumières de la ville scintillaient au loin comme des étoiles perdues. Mais dès que nous avons atteint le milieu du pont, un frisson m'a parcouru l'échine. Le genre de frisson qui vous avertit qu'un danger invisible vous guette. Nous avons entendu un bruit étrange. Un rire aigu, presque moqueur, qui semblait se répercuter contre les parois des falaises. Nous avons regardé autour de nous, mais le pont était vide, à part nous. Puis, un de mes amis a crié, pointant du doigt quelque chose que seul lui semblait voir. Là, a-t-il hurlé, et son visage s'était transformé en un masque de terreur. Nous avons suivi son regard, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité. Le vent s'est mis à hurler plus fort, et c'est là que je l'ai senti. Une présence, froide, oppressante, comme un souffle glacé qui vous caresse la nuque. Soudain, nos lampes torchées ont commencé à clignoter, puis se sont éteintes. Dans cette obscurité totale, j'ai entendu des voix. Des chuchotements qui semblaient venir de toutes parts, parlant une langue ancienne, incompréhensible. L'un de mes amis s'est mis à pleurer, paralysé par la peur. Nous avons couru. Sans réfléchir, sans nous arrêter, nous avons sprinté jusqu'à l'extrémité du pont, le cœur battant à tout rompre. Une fois revenus en sécurité, sous la lumière rassurante des lampadaires, nous avons tous juré avoir senti cette présence. Certains disent que les djinns de Constantine protègent la ville, d'autres qu'ils guettent les imprudents pour les faire basculer dans le vide. Moi, je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là, mais je n'ai plus jamais osé traverser un pont de Constantine après le coucher du soleil. C'était lors d'un de mes périples dans le Sahara, une aventure que je n'oublierai jamais. Je m'étais joint à une caravane de nomades qui traversait le désert de Tamanrasset. On avait marché toute la journée sous un soleil de plomb, et lorsque la nuit est tombée, le froid s'est emparé de nous comme un serpent se glissant dans nos vêtements. Un vent chargé de grains de sable s'était levé, sifflant des chants anciens, et l'obscurité était si profonde qu'elle semblait avaler tout ce qu'elle touchait. Nous avons fait halte, nos chameaux fatigués, et préparé un petit feu pour nous réchauffer. Le chef de la caravane, un vieil homme aux yeux perçants et au visage buriné par le soleil, nous avait raconté des histoires pour nous divertir. Mais soudain, le vent a changé de ton. Il s'est mis à hurler comme une bête enragée, et une tension palpable s'est installée. Le vieil homme s'est levé brusquement, les sourcils froncés, et a murmuré « Il est là ». Je l'ai regardé, incrédule, jusqu'à ce qu'il me fasse signe de me taire. Les flammes de notre feu vacillaient, et dans l'obscurité, nous avons tous entendu le bruit des sabots frappant le sable. Loin, puis de plus en plus proche. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Le bruit s'intensifiait, comme si une armée invisible chargeait vers nous. C'est alors que je l'ai vu. Le cavalier fantôme. Il est apparu à la lueur tremblante du feu, un homme imposant sur un cheval noir comme la nuit, enveloppé d'un turban flottant au vent. Sa silhouette semblait irréelle, presque translucide, et pourtant ses yeux, ses yeux étaient plus noirs que le vide, et ils brillaient d'une lueur sinistre. Le cheval ne laissait aucune trace, glissant sur le sable comme un cauchemar éveillé. Personne ne bougeait. Même nos chameaux, habituellement nerveux, restaient immobiles, comme pétrifiés par la présence de ce cavalier spectral. Il a levé une main, et je jure que l'air s'est refroidi instantanément, me glaçant jusqu'aux os. Un de mes compagnons a murmuré une prière, sa voix étouffée par la terreur. Le cavalier semblait nous juger, ses yeux noirs scrutant nos âmes. Puis,
il a tiré sur les rênes de son cheval, et d'un coup, le vent a redoublé d'intensité, soulevant des nuages de sable qui nous ont aveuglés. Quand nous avons pu rouvrir les yeux, il n'y avait plus rien. Le désert était redevenu silencieux, comme si l'apparition n'avait été qu'un rêve. Pourtant, personne ne riait, personne ne parlait. Le vieil homme a brisé le silence en nous avertissant, le cavalier fantôme est le gardien de ce désert. Si vous le voyez, il ne faut jamais lui tourner le dos, car il pourrait emporter votre âme. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Le vent continuait de chanter ses histoires, et moi, je savais que je ne pourrais jamais oublier le regard de ce cavalier venu d'un autre monde. Je me souviens encore de ce voyage à Djebel Ouenké, une région connue pour ses vastes mines qui s'étendent comme un labyrinthe sous la terre. J'y étais pour une mission de recherche, accompagné d'une équipe d'ingénieurs et de géologues. Nous étions fascinés par l'histoire de cet endroit, mais c'était le vieux gardien de la mine, un homme au regard fatigué et aux mains calleuses, qui nous a raconté l'histoire la plus troublante. Ici, a-t-il commencé en désignant l'obscurité béante de l'entrée de la mine, il y a plus que des pierres et des minerais. Il y a des âmes perdues, et parmi elles, celle du vieillard des mines. Nous avons échangé des sourires, pensant qu'il voulait nous effrayer. Mais son ton sérieux a rapidement éteint nos rires. Il a continué, son regard se perdant dans le passé. C'était un mineur, autrefois. Un homme qui avait tout sacrifié pour nourrir sa famille, travaillant jour et nuit dans les profondeurs de la terre. Mais un jour, un terrible éboulement a eu lieu. Des tonnes de roches l'ont enterré, et on n'a jamais retrouvé son corps. Il s'est arrêté, sa voix se faisant plus basse. On dit que son esprit n'a jamais quitté ces galeries. Il erre, tenant une lanterne qui vacille comme un feu mourant, avertissant ou perdant ceux qui s'aventurent trop loin. Cette histoire m'a fait frissonner, mais je me suis dit que ce n'était qu'une légende destinée à effrayer les novices. Jusqu'à ce que la nuit tombe, et que je vive ce que je croyais impossible. Nous étions descendus dans les galeries pour une dernière inspection, la lumière de nos lampes frontales éclairant à peine les parois noires et humides. L'air était épais, lourd de poussière et de l'odeur métallique du minerai. Alors que nous progressions, un bruit étrange s'est fait entendre. Un cliquetis, le son d'une vieille lanterne que l'on balancerait doucement. L'un des ingénieurs a chuchoté, « Vous entendez ça ?» Nous nous sommes arrêtés, tendant l'oreille. Le bruit se rapprochait. Puis, nous l'avons vu. Une lumière vacillante au fond du tunnel, semblable à celle d'une lanterne ancienne. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette lumière, une silhouette frêle avançait lentement, traînant les pieds. Le vieillard des mines. Ses traits étaient indistincts, comme s'il était fait de brume, mais sa lanterne brillait d'une lueur jaune maladive. Il semblait murmurer des mots dans une langue que je ne comprenais pas, des prières ou des avertissements, je ne saurais le dire. Nous étions pétrifiés, incapables de bouger. L'air autour de nous s'était glacé, et une peur primitive m'envahissait. L'un de mes collègues a tenté de s'approcher, mais le vieillard a levé une main spectrale, et la lumière de nos lampes s'est éteinte d'un coup. Nous avons été plongés dans une obscurité totale, un noir si complet que je n'avais jamais rien ressenti de tel. J'entendais mon cœur battre à tout rompre, et des chuchotements, partout autour de nous. J'ai prié pour que la lumière revienne, et, comme un miracle, elle est revenue. Mais le vieillard avait disparu. Nous avons quitté la mine en courant, le souffle court, sans même prendre le temps de récupérer nos instruments. Le vieux gardien nous attendait à la sortie, et son regard nous a dit qu'il comprenait. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» a-t-il murmuré. Nous avons simplement hoché la tête, encore sous le choc. Depuis ce jour, je ne prends plus les histoires de mineurs fantômes à la légère. Le vieillard des mines de Djebel Ouenké n'est pas qu'une vieille légende, c'est un gardien, une âme piégée qui continue d'errer, peut-être pour avertir les vivants, ou peut-être pour les accompagner dans l'obscurité éternelle de ce monde souterrain. Une chose est sûre, ceux qui l'ont croisé ne l'oublieront jamais. L'histoire du serpent d'or, je l'ai entendue pour la première fois en visitant les ruines majestueuses de Tingad, cet ancien site romain perdu dans les étendues désertiques de l'est de l'Algérie. Mon guide ce jour-là était un vieil homme, un passionné d'histoire qui connaissait chaque pierre de ces ruines,
mais il m'a raconté quelque chose qui n'apparaît dans aucun livre. C'était une histoire de mystère, de richesse et de terreur. Nous nous étions arrêtés près d'un ancien temple, ses colonnes brisées projetant des ombres longues et sinistres sous le soleil déclinant. Le vieil homme s'est assis sur un muret, et après un moment de silence, il a commencé. « Vous voyez, a-t-il dit, ces ruines abritent plus que des vestiges romains. Elles abritent des secrets, et le plus dangereux d'entre eux est le serpent d'or. » Je l'ai regardé, curieux mais amusé, pensant qu'il s'agissait d'une fable pour fasciner les touristes. Mais son expression grave m'a convaincu qu'il croyait à chaque mot qu'il disait. Il y a bien longtemps, a-t-il poursuivi, un groupe de pilleurs a découvert ici un passage secret. Ils étaient avides, prêts à tout pour mettre la main sur les richesses que les Romains auraient cachées. Une nuit de pleine lune, ils sont entrés dans ce passage, mais ils n'en sont jamais ressortis. Ceux qui les ont cherchés n'ont trouvé qu'un amas de sandales et de vêtements abandonnés, comme si les hommes s'étaient volatilisés. Je sentais mon scepticisme faiblir, mais le vieux guide a continué, ses yeux plissés par les souvenirs. C'est cette nuit-là que certains ont vu le serpent d'or pour la première fois. Une créature immense, un serpent aux écailles brillantes comme de l'or, glissant silencieusement entre les colonnes. Ses yeux, rouges comme la braise, semblaient sonder les âmes des vivants. On dit que ce serpent protège un trésor enfoui, un trésor maudit. Il m'a fixé, comme pour évaluer ma réaction, mais j'étais déjà captivé par l'histoire. Je n'aurais jamais cru vivre une expérience qui me rappellerait ce récit. Pourtant, le lendemain soir, alors que le groupe de visiteurs se dispersait et que je restais pour admirer le site au coucher du soleil, quelque chose de troublant s'est produit. La lumière s'estompait, et une étrange lueur dorée a attiré mon attention. Là, au loin, entre les colonnes de l'ancien forum, j'ai vu quelque chose bouger. Une forme sinueuse, qui réfléchissait les dernières lueurs du jour comme des éclats d'or. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce n'était pas une hallucination. J'ai entendu un sifflement, un son long et sinistre qui semblait vibrer dans l'air. Je me suis figé, incapable de détourner les yeux. Le serpent d'or était là, glissant avec une grâce mortelle. Ses écailles semblaient scintiller, et ses yeux rougeoyants se sont tournés vers moi. J'ai senti une peur primitive m'envahir, une terreur qui m'a cloué sur place. Le temps semblait s'arrêter, et je pouvais presque sentir le souffle du désert se charger de tension. Puis, un cri a retenti. C'était l'un des gardiens du site, appelant les derniers visiteurs pour qu'ils quittent les ruines. Le son a brisé l'enchantement, et le serpent a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai cligné des yeux, mon cœur battant toujours à tout rompre. J'ai quitté les ruines ce soir-là, mais l'image de ce serpent majestueux et terrifiant ne m'a jamais quitté. Depuis, chaque fois que je raconte cette histoire, je sens les regards sceptiques des gens, comme je l'avais été autrefois. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Le serpent d'or de Tingad n'est pas qu'une légende, c'est un gardien, une malédiction dorée qui veille sur les secrets de cette terre antique. Et ceux qui cherchent à le défier, qu'ils soient guidés par la curiosité ou l'avidité, doivent s'attendre à en payer le prix. La légende de la femme des oliviers de Tizi Ouzou est bien connue dans la région. On dit qu'elle est une sorcière ou un esprit, une femme aux cheveux noirs et aux yeux perçants qui hante les vergers d'oliviers, surtout pendant les nuits sans lune. J'avais entendu ces histoires toute mon enfance, mais je ne les avais jamais prises au sérieux. Pas jusqu'à ce que je la rencontre moi-même. C'était pendant la récolte des olives, une période où nous travaillions du matin jusqu'au soir. Une nuit, j'ai décidé de rester tard pour finir de charger des caisses. Le silence était total, et la brise faisait bruisser doucement les feuilles. Je travaillais seul, éclairé seulement par une lampe de poche, quand j'ai entendu un chuchotement. Un murmure doux, presque un chant, qui semblait venir de l'autre côté du verger. Je me suis figé, ma lampe éclairant les arbres tordus. « Qui est là » ai-je appelé, mais seule la réponse du vent m'est revenue. Puis, elle est apparue. Une femme, belle et terrifiante, avec une robe blanche flottant derrière elle. Ses yeux noirs semblaient briller dans l'obscurité, et un sourire sinistre étirait ses lèvres. Elle s'est approchée sans bruit, et j'ai senti une terreur que je n'avais jamais connue auparavant. Je n'ai pas pu bouger, comme si ses yeux m'avaient ensorcelé.
Elle a murmuré des mots que je ne comprenais pas, et j'ai senti une pression écrasante sur ma poitrine. Alors, comme par miracle, un cri a retenti au loin, brisant l'enchantement. Elle a disparu en un instant, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis rentré chez moi, le souffle court, et j'ai raconté mon expérience à mes parents. Mon père, un homme d'habitude sceptique, a pâli. Il m'a dit que ceux qui la voient sont marqués pour toujours, et qu'elle apparaît souvent avant qu'un malheur ne frappe. Je n'ai jamais su si c'était vrai, mais quelques jours plus tard, un vieil olivier, l'un des plus anciens du verger, s'est effondré, comme rongé de l'intérieur. Depuis, je n'ai plus jamais osé rester seul dans ces vergers la nuit. La femme des oliviers continue de hanter mes rêves, un souvenir qui refuse de s'effacer. C'était lors de ma première visite à El Oued, cette ville aux 1000 dômes blancs, nichée au milieu des dunes dorées du désert. J'y étais pour un projet de recherche sur l'architecture traditionnelle, mais j'ai rapidement découvert que cette ville recelait plus que de simples merveilles architecturales. Un soir, après une journée d'exploration sous le soleil brûlant, j'ai rejoint un groupe d'habitants qui partageaient des histoires autour d'un thé fumant. C'est là que j'ai entendu parler du marabout maudit. Un vieil homme, le visage creusé par les années et la vie dans le désert, a pris la parole d'une voix basse. Le marabout maudit, a-t-il commencé, repose dans un petit cimetière isolé, à la périphérie de la ville. Il n'était pas comme les autres marabouts, celui-ci. Il était respecté, vénéré même, jusqu'à ce que la trahison le frappe. Le vieil homme a regardé le sol, comme s'il revoyait les événements du passé. On raconte qu'il avait des dons, qu'il guérissait les malades et protégeait les voyageurs. Mais ceux en qui il avait le plus confiance, des proches qu'il considérait comme sa famille, l'ont trahi pour de l'argent. La légende dit que le marabout a été empoisonné, et que, dans ses derniers instants, il a maudit ceux qui l'avaient trahi et juré de veiller sur sa tombe pour l'éternité. Les habitants d'El Oued, même ceux qui ne croient pas aux histoires de fantômes, évitent de s'approcher de ce cimetière la nuit. Si vous l'entendez murmurer ses prières, a averti le vieil homme, fuyez avant qu'il ne vous voie. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être intrigué. Le lendemain, en fin d'après-midi, je me suis aventuré à la lisière de la ville pour voir ce fameux cimetière. Le soleil commençait à se coucher, et les dunes étaient baignées d'une lumière dorée qui rendait le paysage presque irréel. Le cimetière était petit, entouré de pierres tombales blanches, avec un vieux mausolée en son centre. C'était là que reposait le marabout maudit. Je n'avais pas l'intention de rester longtemps. Mais alors que je m'approchais de la tombe, une brise froide s'est levée, étrange pour un endroit aussi chaud. Je me suis figé en entendant un murmure. Un chant ancien, doux mais lugubre, s'échappait du mausolée. Mon cœur a commencé à battre plus vite, et j'ai ressenti une terreur inexplicable. Une ombre s'est déplacée derrière les pierres tombales, et je jure que j'ai vu une silhouette translucide, drapée d'un voile blanc, qui priait en silence. Le murmure s'est intensifié, et j'ai senti l'air s'épaissir, comme si une main invisible pesait sur ma poitrine. Mes jambes voulaient bouger, mais j'étais cloué sur place, incapable de détourner les yeux de cette apparition. C'est alors que l'ombre a tourné la tête vers moi. Ses yeux, noirs et perçants, semblaient sonder mon âme. J'ai enfin trouvé la force de reculer, puis de courir. Le chant s'estompa derrière moi, mais le froid qui m'avait envahi ne me quitta pas. En retournant en ville, j'ai raconté mon expérience aux habitants. Certains ont ri nerveusement, d'autres ont fait des signes de protection. Un vieil homme m'a dit, « Ceux qui troublent le repos du marabout paient le prix. Sois heureux qu'il t'ait épargné. » Depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds près de ce cimetière. Le marabout maudit continue de hanter les dunes d'El Oued, et même ceux qui n'y croient pas le respectent. Moi, je sais maintenant que certaines histoires sont vraies, et qu'il y a des esprits qu'il vaut mieux ne pas déranger. Je vais vous raconter l'histoire du tunnel de Béjaïa, un lieu que même les plus téméraires évitent de traverser la nuit. Ce tunnel, situé sur une route de montagne sinueuse, est réputé pour ses accidents mystérieux et ses disparitions inexpliquées. On dit que des rituels occultes y ont été pratiqués, que des âmes tourmentées hier encore, incapables de quitter ce lieu sombre. C'était un soir pluvieux, et j'avais emprunté cette route pour rentrer chez moi après avoir rendu visite à un ami.
La pluie martelait ma voiture, et mes essuie-glaces avaient du mal à dégager l'eau. Le tunnel est apparu devant moi, béant, une bouche noire prête à m'engloutir. Je n'avais pas le choix, c'était le seul chemin pour rentrer. En entrant, l'obscurité m'a avalé tout entier, et le bruit de la pluie s'est étouffé, remplacé par un silence pesant. Les phares de ma voiture éclairaient les parois humides, et c'est là que j'ai vu quelque chose bouger. Une ombre, rapide, qui a traversé le tunnel devant moi. J'ai freiné brutalement, le cœur battant. Mes phares ne révélaient rien, seulement le vide. J'ai repris mon souffle, pensant que ce n'était qu'une illusion, un jeu de lumière. Mais alors que j'accélérais à nouveau, ma radio a commencé à grésiller. Une vieille chanson s'est mise à jouer, une mélodie triste et lugubre que je n'avais jamais entendue auparavant. Puis, j'ai vu les silhouettes. Plusieurs, alignés de chaque côté du tunnel, comme un cortège funèbre. Des formes humaines, mais floues, transparentes, qui semblaient me regarder passer. Je sentais leur regard peser sur moi, même si je n'osais pas tourner la tête. Une pression écrasante m'a envahi, une terreur sourde que je ne pouvais expliquer. J'ai appuyé sur l'accélérateur, traversant le reste du tunnel aussi vite que possible. En sortant, le soulagement m'a envahi, mais je n'ai pas osé m'arrêter avant d'être loin de ce lieu maudit. Plus tard, j'ai appris que d'autres avaient vécu des expériences similaires. Certains disent que des sacrifices ont eu lieu là-bas, que le tunnel est un portail vers un autre monde. Moi, je sais juste que je n'oublierai jamais ces silhouettes ni cette chanson fantomatique. La dernière histoire se passe à la Goua, où une vieille famille est connue pour posséder un objet maudit, un berceau en bois. On dit que quiconque y dépose son enfant sera hanté par des visions terrifiantes, des cauchemars qui ne disparaissent jamais. Un de mes amis proches, Yacine, en a fait l'expérience, et il m'a raconté ce qui s'est passé. Yacine venait d'avoir un bébé, une petite fille, et il cherchait un berceau. Un vieux voisin lui a offert ce fameux berceau, magnifique mais ancien, sculpté de motifs étranges. Au début, tout allait bien, mais peu après, des choses étranges ont commencé à se produire. La nuit, sa fille se réveillait en hurlant, et Yacine disait entendre des chuchotements près du berceau, comme des voix de femmes chantant des berceuses lugubres. Puis, les cauchemars ont commencé. Yacine rêvait d'une femme en noir, debout au-dessus du berceau, ses yeux rouges et perçants fixant sa fille. Il voyait le berceau se balancer tout seul, et des ombres rampaient sur les murs de la chambre. Une nuit, il s'est réveillé en sueur, et la pièce était glaciale. Le berceau bougeait, se balançant d'avant en arrière, même s'il n'y avait aucun courant d'air. Terrifié, il a décidé de se débarrasser du berceau. Il l'a emporté au milieu du désert, l'a enterré profondément, et a prié pour que la malédiction soit levée. Depuis, sa fille dort paisiblement, mais Yacine n'a jamais oublié ses nuits d'horreur. Certains disent que le berceau est toujours là, quelque part dans le sable, attendant que quelqu'un le découvre et libère à nouveau la malédiction. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.